travailler à Flers maintenant, s'est développée dans le service une philosophie de travail centrée sur la psychoéducation, en particulier des patients schizophrènes. Alors, je vous remercie de m'avoir invité, je vous remercie aussi de m'accueillir. Madame Grandcir disait passionné et passionnant. Passionné, oui. Passionnant, je l'espère. Ce sera à vous d'en juger. Dans l'introduction, j'ai souhaité resituer l'éducation thérapeutique du patient de façon à qu'on ait bien conscience que c'est une dynamique ancienne, c'est pas quelque chose qui vient de sortir du chapeau, puisque l'OMS dès 1996 stipulait que les éléments suivants, le TP vise à aider le patient à acquérir ou à maintenir les compétences dont il a besoin pour gérer au mieux sa vie avec une maladie chronique. Et elle détaillait, cette OMS, qu'elle fait partie intégrante et de façon permanente de sa prise en charge. Elle comprend des activités organisées, y compris un soutien psychosocial. Et là, c'est moi qui ai mis en gras ce passage, pour bien le souligner, conçu pour le rendre conscient et informé de sa maladie, des soins, de l'organisation et des procédures hospitalières et des comportements liés à la santé et à la maladie. Donc on se retrouve avec les objectifs suivants. Aider le patient ainsi que sa famille à comprendre sa maladie et son traitement, collaborer ensemble, assumer ses responsabilités dans sa prise en charge pour l'aider à maintenir et à améliorer sa qualité de vie. Alors, pour quelle finalité ? Deux volets sont détaillés par l'OMS à l'époque. Le premier volet d'acquisition et de maintien des compétences d'auto-soin, soulager les symptômes, prendre en compte les résultats d'une autosurveillance, d'une automesure, adapter les doses de médicaments, initier un autotraitement, réaliser des gestes techniques de soins, mettre en œuvre des modifications de son mode de vie, prévenir les complications évitables, faire face aux problèmes occasionnés par la maladie, impliquer son entourage dans la gestion de la maladie, des traitements et des répercussions qui en découlent. Deuxième volet de finalité, la mobilisation ou l'acquisition de compétences d'adaptation. Et là, on détaille les éléments suivants: se connaître soi-même, avoir confiance en soi, savoir gérer ses émotions et maîtriser son stress, développer un raisonnement créatif et une réflexion critique, développer des compétences en matière de communication et de relations interpersonnelles, prendre des décisions et résoudre un problème, se fixer des buts et atteindre, et faire des choix, s'observer, s'évaluer et se renforcer. Et là, si je passe à la diapo suivante, et qu'on se centre sur la psychiatrie, notre pratique et la prise en charge des patients, eh bien en fait, tous les éléments que j'ai décidé de mettre en rouge peuvent s'appliquer, s'intègrent dans la psychoéducation et peuvent s'appliquer à notre pratique quotidienne dans la prise en charge des patients. Donc la psychoéducation qui est la partie psychiatrique de l'ETP, quels en sont les principes généraux? C'est très général, comme vous allez le voir, mais c'est intéressant parce qu'on voit vraiment combien ça recoupe ce que l'OMS en 1996 stipulait déjà dans ses recommandations et pointait comme finalité dans la prise en charge. Favoriser la prise de conscience, ce qu'on a souvent tendance actuellement à appeler insight, la capacité, ce que d'autres, l'école de Poitiers, appellent l'introvision, capacité à regarder à l'intérieur de soi et à aller analyser ce qui s'y passe. 70% des patients peuvent prendre conscience de leurs troubles. Cette prise de conscience est facilitée si les proches, d'autres patients ou la société ne donnent plus une vision effrayante de la maladie. Donc là, l'objectif est de pouvoir aider la personne à se positionner comme étant une personne ayant une maladie, et non pas comme le schizo ou la personne qui n'est pas malade, n'a pas besoin de soins. Dans ce contexte, les ingrédients du rétablissement
Bon, des choses encore une fois très générales, mais qui recoupent hein, ce qui appartient spécifiquement à l'ETP. C'est une démarche personnelle, le rétablissement n'implique pas qu'il n'y ait plus de symptômes persistants, mais la personne se rétablit de la catastrophe psychologique qu'est la maladie. Elle retrouve un espoir, elle différencie sa personne de sa maladie, elle est capable de gérer sa santé, son traitement, elle fait ses propres choix de vie et prend des risques mesurés. La maladie n'est pas curable, mais elle peut apprendre à vivre avec. Et une de mes patientes me disait hier, lors de ma matinée de consultation, que pour la première fois, elle envisageait, elle avait l'espoir d'une vie malgré son handicap. C'est sa phrase. Donc, ces éléments-là ne peuvent, j'allais dire éclore, malgré le temps qui ne prête pas à penser au printemps, mais ne peuvent fructifier que si on observe une modification, un changement qui doit être le fil rouge de la prise en charge. Alors, là j'ai été un petit peu réductrice, j'ai marqué médecin. Il faudra que je la modifie cette diapo, il faudra que je mette soignant. L'objectif, le fil rouge de cette prise en charge, c'est de passer d'une modalité de prise en charge qu'on pourrait qualifier de verticale, où le soignant dicte au patient, ordonne, c'est un peu violent, ce qu'il doit faire, ce qu'il doit prendre, comment il doit avancer dans sa prise en charge, à une relation horizontale où le soignant construit un modèle partagé de la maladie avec le patient. Et pour construire ce modèle partagé, nous avons un modèle qui est très puissant et très utile, qui s'appelle le modèle stress-vulnérabilité, que je vais vous décrire à présent. Alors, vous allez voir que j'oscille assez fréquemment entre modèle au pluriel et modèle au singulier. Le contexte, c'est qu'il y a eu plusieurs types de modèles qui ont été élaborés en fonction des chercheurs qui se sont consacrés à leur définition, à leur élaboration, et qu'il y en a un en particulier qui est très opérant dans notre pratique, que nous utilisons donc pour créer ce modèle partagé avec le patient et sa famille. Donc, les modèles de vulnérabilité, leur fondement. Celui-là que je prends, celui-là que je prends. Ça cause ? Non, ça cause pas. Ça, on est vraiment désolé, c'était bien parti. Hein. Ah oui, il faut l'enlever, d'accord. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc, mais si casse, ça va pas aller, ça. Non, ça va aller. Donc, les modèles de vulnérabilité, qu'est-ce qui a permis, quel a été le déclencheur ? Le déclencheur, ça a été de s'apercevoir que la maladie n'est pas inéluctablement chronique et destructrice, comme on l'avait en tête depuis Kraepelin et sa démence précoce, mais que l'évolution de la maladie pouvait être hétérogène. Et ça, les études qui ont permis de mettre en évidence cette hétérogénéité sont de deux ordres. Ce sont les études longitudinales, dites catamnestiques, qui étudient des corps de patients sur des dizaines d'années, pour certaines d'entre elles, et puis les études génétiques. Donc, ce que ces études catamnestiques qui ont été menées par les psychiatres dans des hôpitaux psychiatriques sur des patients schizophrènes, alors même que les traitements neuroleptiques n'étaient pas encore créés et utilisés, c'est que ces états terminaux sont polymorphes et pas obligatoirement sévèrement chroniques. Une donnée fondamentale. Évolution spontanément positive possible. D'autre part, la chronicité, lorsqu'elle existe, n'est pas obligatoirement figée. Des évolutions sont possibles, même dans des situations d'apparence très déficitaire, très enquistée. Et les éléments qui ont été mis en évidence à l'époque, dans les années 50, 40, 50, 30, entre 30 et 50, par ces psychiatres, c'est qu'un changement de milieu, l'introduction d'une stimulation sociale adéquate, le rôle thérapeutique joué par les attentes positives du patient de son entourage à l'égard de l'évolution,
ont un rôle très fort pour mobiliser et changer les choses. Et là, on ne peut pas s'empêcher de se dire que ça fait écho avec toute la pratique de la psychiatrie institutionnelle. On sait combien ça peut être très délétère, ou au contraire, un levier extrêmement puissant pour mobiliser des situations pathologiques, des vécus de patients très très enquistés et déficitaires. Les deuxièmes modalités d'études, le deuxième type d'études sont les études génétiques qui ont permis de remettre en question le dogme de l'évolution chronique inéluctable et de l'homogénéité de la maladie grâce à leurs résultats contradictoires. Puisque d'un côté, on met en évidence que si on est parent proche, premier degré, d'une personne souffrant de schizophrénie, on a un risque plus important de développer la maladie. On a montré aussi, grâce à des études d'adoption, que des enfants qui étaient adoptés dans des familles dites saines, alors que un des parents biologiques était schizophrène, augmentait leur fréquence de survenue de l'affection de 3 à 10 fois plus élevée qu'un enfant de parents biologiques sains. Par contre, ce qu'ont mis aussi en évidence ces études, notamment les études de jumeaux, c'est qu'on n'a pas une concordance stricte entre des jumeaux homozygotes, donc ayant strictement le même patrimoine d'ADN. Il n'y a qu'un risque, qui est déjà très élevé, mais qui n'est pas de 100%, de 40 à 60% de risque de développer la maladie. Et lorsque on appartient à une paire dizygote, faux jumeaux dans notre langage courant, eh bien ce risque tombe à 20%. Et d'autre part, lorsque la vie nous réserve la difficulté de naître de 2 parents schizophrènes, eh bien le risque n'est que, même s'il est très élevé, de 60% de devenir soi-même schizophrène au fil de sa vie, de son adolescence, jeune adulte. Donc des études aux résultats contradictoires, et qui a permis donc l'élaboration, la remise en question des convictions qui existaient à l'époque, et puis donc l'élaboration au fil du temps de ces modèles de vulnérabilité. Alors quels qu'ils soient, ils ont des hypothèses communes, ces modèles-là. Ils sont tous constitués de 3 éléments. D'abord, un certain degré de vulnérabilité, ensuite des facteurs de stress, et enfin des facteurs de protection, avec l'utilisation fréquente du mot anglais coping, qui est la capacité à faire face, à affronter, à gérer une situation difficile. Deuxième hypothèse fondamentale, de base pour tous ces modèles, c'est que la survenue du trouble est déterminée par des interactions complexes entre ces 3 éléments. Donc on va avoir 3 portes d'entrée dans l'action, on va pouvoir dire. Donc on aboutit, grâce à cette façon de voir les choses, à des modèles multifactoriels, en rupture avec la conception traditionnelle de la maladie comme pathologie chronique d'origine monofactorielle, comme ça avait pu être évoqué à la grande époque de la paralysie générale, où les psychiatres, guérissant des délires paranoïaques de grandeur ou de persécution avec la pénicilline, se sont dit, ça y est, on est sauvé, on va pouvoir, il suffit de trouver la cause, et on aura le traitement, et on guérira les gens. En fait, non, on n'est pas dans cette lignée-là, monofactorielle, mais dans un trouble qui est constitué de différentes facettes, et qu'il va falloir considérer comme tel. Maintenant, je vais vous définir les 3 éléments. On a vu le degré de vulnérabilité, les stresseurs, les facteurs de protection. La vulnérabilité, en pratique, synonyme de susceptibilité, prédisposition ou de fragilité, dans notre langage courant. La terminologie qui est fréquemment utilisée, c'est celle de facteur de vulnérabilité, au sens de, par exemple, facteur de risque génétique, comme on vient de le voir dans les études gémellaires ou d'enfants de parents schizophrènes, ou parfois des facteurs de risque congénitaux, comme une anoxie à la naissance, par exemple. Cette vulnérabilité repose sur le principe d'une continuité du normal au pathologique, et elle serait présente chez tous. Donc, on passe d'un modèle dichotomique, malade, pas malade, à un modèle dimensionnel, où
à un bout de la dimension, il y a des personnes qui sont extrêmement vulnérables, et puis à l'autre bout de la dimension, on va avoir des personnes qui seront très peu vulnérables, voire invulnérables. Hein. Et donc, ce qui est important de bien percevoir dans cette approche-là, c'est que ce n'est pas la schizophrénie qui est modélisée comme chronique, mais c'est la vulnérabilité à produire des épisodes psychotiques, puisqu'il va y avoir un terrain. Et moi, souvent, j'explique ça quand je suis en consultation et qu'on aborde, que la consultation permet d'aborder ce sujet avec le patient. Je l'explique, j'utilise des métaphores, et une des métaphores que je peux utiliser, c'est la peau. Dire qu'on n'a pas la même réceptivité au soleil, on n'a pas la même vulnérabilité au soleil, et qu'en fonction de notre type de peau, eh bien, il va falloir qu'on se protège plus ou moins du soleil quand on va à la plage. Et ça c'est des métaphores qui passent bien, qui sont très, très illustratives pour expliquer la vulnérabilité. Deuxième volet, deuxième élément constitutif, les stresseurs. Alors, d'abord, bien souligner que la potentialité stressante d'un événement est variable selon chaque sujet. Et chacun ici, dans cette salle, on sait bien hein, qu'on ne va pas ressentir le même stress face à un même événement, alors même qu'on vivra ce même événement. Elle dépend pour chaque sujet de la nature et de sa perception de l'événement, de sa perception de ses capacités ou compétences à faire face aux stresseurs et de leur niveau, de ses efforts d'ajustement et de sa vulnérabilité. Et là, on trouve cette interaction forte hein, qui existe entre les trois éléments. Quelques exemples de stresseurs. Un qu'on redoute tous, bien connu, bien courant, l'arrêt du traitement antipsychotique, qui en supprimant la protection médicamenteuse abaisse le seuil de déclenchement des symptômes. La pression de performance aux études, au travail, qui est souvent un facteur d'angoisse hein, et qui va déclencher la survenue de symptômes. La disparition des liens sociaux, familiaux, qui peuvent conduire à une atrophie des compétences sociales par manque d'usage. Et on sait bien dans notre pratique qu'un patient qui a la chance de vivre dans une famille ou d'avoir des interactions fortes avec un milieu familial ou un milieu social qui va l'accompagner et le soutenir, est beaucoup plus chanceux, entre guillemets, qu'un patient qui est très isolé, très solitaire et qui va devoir compter sur lui-même d'une certaine manière et qui va se retrouver en difficulté pour interagir avec les autres. La prise de toxiques, bien sûr, alcool, drogue, mais aussi les abus de médicaments. Et puis un stresseur particulier, dont on parle peut-être un peu moins, qui est celui de concept d'émotion exprimée, qui renvoie à la nature et à l'intensité des interactions entre un patient et sa famille. Ce niveau d'émotion exprimée a un grand rôle dans le déclenchement des rechutes. On parlera, alors ça c'est quelque chose qui est repéré, repérable, et qui doit être étudié lorsque on prend en charge un patient et qu'on rencontre sa famille, d'évaluer si on a affaire à un milieu familial qui a plutôt un haut niveau d'émotion exprimée ou plutôt un bas niveau d'émotion exprimée. Ce qu'on va appeler haut niveau de forte émotion exprimée, c'est si l'entourage manifeste de façon verbale ou non verbale beaucoup d'hostilité, de commentaires critiques et intrusifs à l'égard du patient, donc dévalorisation, ou au contraire, qui va être extrêmement impliqué dans la prise en charge du patient, qui va le protéger, qui va se sacrifier, s'identifier au patient, et là, ils sont, on pourrait presque dire, trop aimants, d'une certaine manière. Et lorsque l'on a affaire à une famille, c'est un mode de fonctionnement familial, ça n'a pas forcément de caractère pathologique. On a, je veux dire, si on regarde autour de soi, si on regarde notre propre famille, on peut se dire qu'on a une famille qui est plutôt à un niveau émotionnel bas, ou plutôt à un niveau émotionnel haut, où tout de suite les choses prennent... Je connais une famille d'amis où tout de suite les échanges verbaux sont très vifs, on pourrait presque croire qu'ils se disputent tout le temps, parce que tout de suite ça prend quelque chose de très, très expressif, et d'autres familles qui vont plutôt être peu exprimer les choses. Donc quand on a affaire à une famille à haut niveau d'expression émotionnelle, eh bien ça peut être un risque de rechute important pour un patient schizophrène, au facteur de modération près que le temps de contact de ce patient au sein de sa famille, enfin le temps de présence et d'interaction avec les membres de sa famille,
joue un rôle important. Et là, on peut avoir vraiment un impact fort, par exemple, simplement en proposant un hôpital de jour ou un accueil CATTP qui permet de diminuer ce temps de contact, alors qu'autrement, il est à la maison H24. Et puis, le deuxième facteur de modération important, c'est la prise ou pas, ou la bonne prise ou la mauvaise prise de traitement, qui permettent de faire quand même filtre écran par rapport à l'impact de ce stresseur. Les facteurs de protection maintenant. Bon, on sait qu'il existe des variables modératrices qui interviennent dans l'adaptation au stress. Il s'agit en particulier donc ce qu'on va appeler des capacités de coping, qui peuvent être là aussi en fonction des sujets, soit élevées, soit basses. La vulnérabilité au stress se manifestera lors d'événements hautement stressants chez les premiers, alors qu'elle se manifestera lors d'événements moins importants et plus souvent chez les seconds. Cette notion de stress est donc étroitement liée aux possibilités d'adaptation et d'ajustement du sujet. D'où ce nom, j'anticipe un petit peu, mais de modèle stress-vulnérabilité. Alors, les différents auteurs ont décrit différents facteurs de protection potentiels. Et parmi ces facteurs de protection, on peut distinguer des facteurs personnels, le fameux coping qu'on va décrire dans un second temps, le traitement antipsychotique toujours, mais aussi des facteurs environnementaux. Stratégie familiale de résolution de problèmes, qualité du réseau psychosocial. Et là, c'est intéressant parce qu'on va avoir des portes d'entrée très différentes. Pas seulement que le patient, mais aussi son entourage. Là, un schéma d'Anthony Lieberman qui permet dont l'intérêt est de montrer que quand on aborde le psychisme de l'individu par ces trois portes d'entrée, la biologie, la psychologie et puis l'approche sociale, eh bien, l'impact des facteurs de protection qui va entraîner, si on arrive à pouvoir bien utiliser ces facteurs de protection, les faire éventuellement battre chez le patient, eh bien, ça va avoir un impact très positif sur sa qualité de vie, son évolution, et que cet impact positif sur la qualité de vie, sur l'évolution, va elle-même avoir un impact sur l'effet des facteurs de protection qui en sera d'autant plus augmenté. Et ça permettra de compenser la vulnérabilité au stress. Alors maintenant le coping, puisque c'est un mot que j'utilise depuis le début sans l'avoir réellement défini. Donc c'est un concept assez ancien, parce que Folkman et Lazarus, ils en ont parlé, ils l'ont conçu dans les années 60-70. Ensemble d'efforts cognitifs et comportementaux qu'un sujet fait pour s'adapter aux exigences de son milieu interne ou pour répondre aux demandes de l'extérieur quand elles débordent ses capacités immédiates. C'est ce qu'on fait à longueur de temps quand on est en situation de gérer un problème ou une situation qu'on n'a pas l'habitude de gérer. Je pense que tous les orateurs de la journée vont avoir eu à stimuler un petit peu leur coping pour pouvoir affronter leur stress. Il s'appuie sur les ressources du sujet ainsi que sur les ressources disponibles dans son environnement social et a pour but de rétablir l'équilibre. Donc là aussi, toujours ces deux portes d'entrée, personnel, entourage. Trois composantes en interaction constante. Une composante cognitive, que l'analyse du sujet, l'analyse que le sujet peut avoir de la situation de problème ou de situation stressante a. Une composante émotionnelle, qui est l'état émotionnel vécu lors de la situation de stress et qui peut influencer de façon positive ou négative la résolution du problème. Histoire classique du verre à moitié vide ou du verre à moitié plein. On ne réagit pas de la même manière selon le regard qu'on va porter sur son verre. Et puis la composante comportementale, qui va être la tendance soit plutôt à éviter le problème, à éviter la situation stressante, ou au contraire à aller se confronter au conflit. Et ça, c'est, on pourrait dire, un style que, si on fait un petit peu d'introvision, on a tous spontanément plutôt tendance soit à un peu éviter, soit aller au front pour résoudre le problème. C'est un style. L'évaluation cognitive de la situation, elle peut être perturbée chez nos patients par plein d'éléments. Je pense que la liste n'est pas exhaustive. Si on faisait un tour de salle, on en trouverait bien d'autres. Les biais cognitifs, donc la façon d'évaluer les choses, la désorganisation du patient, sa difficulté à pouvoir analyser correctement les choses, ses croyances irrationnelles, délirantes, son incapacité à évaluer ses propres ressources adaptatives.
je suis fou, je suis nul, je ne vais pas y arriver. Hein, ça, c'est des réflexions que vous avez, enfin, moi que j'ai entendues, je pense que vous avez aussi expérimenté dans votre travail avec vos patients. Deux types de stratégies peuvent être mises en place. Soit c'est une stratégie qui est centrée sur le problème et qui a pour but de résoudre la situation stressante de façon constructive. Donc là, on a une approche dirigée vers la résolution du problème. Ça la sélectionne l'aspect conscient et stratégique et de la façon à réagir face à une telle situation. Soit centrée sur l'émotion. Là, donc, le sujet, patient en l'occurrence dans notre discussion, contrôle ses émotions douloureuses réveillées par la situation stressante. C'est un style qui est plutôt évitant, qui est plutôt moins adapté pour résoudre le problème, sauf si ce problème est réellement incontrôlable. Là, aller affronter les choses sera encore plus douloureux sans pour autant pouvoir résoudre la situation. Donc tout ce travail d'élaboration, de réflexion par rapport à une façon de modéliser, une façon nouvelle de modéliser la maladie, a abouti à ce fameux modèle stress-vulnérabilité ou vulnérabilité-stress, cet équivalent qui a été élaboré par notre collègue québécois Pierre Lalonde. Vous voyez qu'il remonte assez loin, puisque c'est de 99, qui permet d'expliquer la maladie par l'interaction, l'association, l'interaction des différents éléments, avec la vulnérabilité biopsychologique, les stresseurs socio-environnementaux qui vont donc entrer en interaction pour sous-tendre l'éclosion de la maladie, dont on va espérer obtenir une évolution résiduelle. On parle beaucoup actuellement de rémission, de rétablissement, mais souvent des symptômes résiduels peuvent persister et qui vont aller parfois titiller cette vulnérabilité, ce terrain de vulnérabilité qui lui est stable. Et puis ces facteurs de protection qui là permettent d'aménager, de contrôler au maximum et d'améliorer les choses. Donc ce travail sur ce modèle, l'élaboration de ce modèle, a permis à d'autres personnes de pouvoir élaborer des modules, un modèle de psychoéducation constitué de modules de travail avec les patients. Et tous les modules qui existent actuellement répondent à l'association de trois pôles. Un pôle qu'on peut qualifier de pédagogique, où là il s'agit de délivrer des informations nuancées, et j'insiste là-dessus parce qu'on n'est pas dans le modèle consumériste anglo-saxon, sur la nature de la maladie, ses conséquences pour le patient et les membres de sa famille. Un pôle psychologique, où là l'objectif est de soutenir le patient et sa famille, de lui permettre d'accepter la maladie et de se dire qu'il est un individu qui a une maladie et qui va pouvoir continuer à avancer dans sa vie. Et comportemental, où là, on enseigne, on apprend, on aide le patient à acquérir des stratégies, des façons de gérer la maladie, le stress, pour faire face aux symptômes et aux difficultés qu'il rencontre. Donc on est dans vraiment l'acquisition, bien sûr, de connaissances nouvelles pour le patient, ou pas nouvelles du tout, mais qui avaient été un peu oubliées, on parlait d'atrophie tout à l'heure. C'est vrai qu'un des problèmes de nos patients, c'est quand la maladie arrive très tôt, soit ils n'acquièrent pas les compétences, soit la maladie fait qu'ils ne les utilisent plus. Donc l'être humain est ainsi fait que quand il n'utilise pas quelque chose, ça a tendance un peu à s'atrophier. Si on faisait un peu le tour de nous autres dans l'ensemble de la salle qui avons appris l'anglais autrefois quand on était jeune, il y a bien longtemps, et qu'on fasse le tour de ceux qui n'ont pas pratiqué, on sait bien qu'on a perdu énormément de ce qu'on pouvait avoir, même si on était brillant au bac. Donc là, c'est retrouver ou redévelopper ses compétences, et puis pour faire face à l'ensemble des problèmes que la maladie impose au sujet. Et cet apprentissage-là, et c'est un point fondamental, ce n'est pas un apprentissage théorique. Comme on pourrait apprendre le ski ou faire du vélo en lisant un livre. On peut très bien savoir comment il faut pousser sur les pédales ou comment il faut faire le planter de bâton. Après, en pratique, je doute qu'on puisse vraiment le mettre en œuvre. Donc là, il s'agit d'agir. C'est ça, un élément fondamental de la psychoéducation, c'est l'action. Ce n'est pas délivrer une information, ça, à la limite, tout le monde peut le faire. Ouvrir un livre et le lire, c'est faisable.
après mettre en œuvre, agir et modifier, hein, parce que quand on sait faire du vélo, eh ben, on a acquis une compétence, on a acquis une autonomie, on a acquis une capacité à aller d'un point à un autre sans dépendre de quelqu'un. Moi j'ai appris à faire du ski sur le tard, je pensais jamais y arriver parce que je me disais oh là là c'est compliqué, c'est comme les bêtes à touche, c'est plein de dangers. Ça a été très compliqué, mais le fait d'avoir acquis cette compétence-là, ça m'a ouvert plein de plaisirs que je ne soupçonnais pas. Donc là, c'est vraiment aider le patient à faire. Pour illustrer cette psychoéducation, j'ai souhaité me baser sur notre expérience pratique, telle qu'elle est mise en œuvre sur le secteur, soit sur CATTP ou sur l'hôpital de jour, et au sein de ce qu'on peut faire en routine, j'ai choisi 2 modules particuliers, le module gestion des symptômes et puis Prax. Alors, gestion des symptômes, alors tous les modules sont structurés de la même manière, ils ont tous un but très précis, là en l'occurrence devenir plus autonome dans le contrôle des symptômes pour diminuer le risque de rechute. Ils ont tous 4 domaines de compétences, là en l'occurrence reconnaître les signes d'alarme d'une rechute et apprendre à les surveiller chaque jour, réagir aux signes d'alarme, savoir chercher de l'aide, élaboration d'un plan d'urgence, identifier les symptômes qui persistent malgré un traitement équilibré et s'y adapter. Donc ça va demander à ce qu'on travaille avec le patient, qu'il puisse arriver à distinguer le signal d'alarme du symptôme persistant, de l'effet secondaire du traitement, d'une fluctuation thymique. Donc ça va demander là encore de l'insight, de l'introvision. Et puis, donc y faire face, apprendre des stratégies ou développer des stratégies qui existent déjà. Et enfin, souvent, enfin, je dirais toujours, appelons les choses comme elles sont, il y a un dernier domaine consacré à éviter l'alcool et les drogues, puisque ce sont des puissants antagonistes des traitements et sources de rechute, stresseurs majeurs, on l'a vu. Et puis moi, ce que je trouve extrêmement intéressant dans ce module, que je pratique, donc j'en suis responsable depuis... le temps passe, bien 10-15 ans maintenant, hein, c'est le fait qu'il introduise la notion de personne ressource. Alors là, je vous ai photocopié, alors ça a été l'occasion